Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mercredi 1er avril 2020. Nous sommes confinés. Vous êtes confinés, mais pas vos neurones. Bienvenue dans À l'air libre. Salut Mathieu, quel est le programme de ton côté? Bonjour, dans la deuxième partie d'Alerte Libre, nous allons parler des violences intrafamiliales, des violences contre les femmes, des violences contre les enfants qui augmentent en cette période de confinement. Et nous allons parler aussi avec des juristes et des femmes qui travaillent auprès des victimes de la façon dont on peut essayer en ce moment d'améliorer un peu la situation. Un sujet majeur. À tout à l'heure Mathieu. Au programme de la première partie, un sujet important aussi, l'outre-mer, des îles isolées, loin de la métropole. Comment les 2,7 millions de Français de ces territoires vivent cette épidémie? On en parle avec nos invités. On partira ensuite en Côte d'Ivoire pour comprendre comment ce pays gère le coronavirus et pourquoi ce coronavirus est un enjeu majeur sur le continent africain. L'ONU y prédit des millions de morts. De la musique, beaucoup de musique dans À l'air libre aujourd'hui. Rodolphe Burger nous fait le plaisir de rejouer un de ses classiques, Radioactivité pour Mediapart. Et Renaud Capuçon nous jouera du violon. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 11, c'est parti. 2,7 millions de Français en Outre-mer, soit un peu plus de 3% de la population, répartis sur 3 océans, sur des dizaines d'îles. Vous comprenez comme moi que la problématique est importante en cette période de coronavirus. Comment les ultramarins vivent l'épidémie? L'Union nationale prônée par Emmanuel Macron les inclut-elle? Pour en parler, j'accueille Philippe de Chazourne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, président fondateur de l'association Med-Océan à La Réunion et régulateur au Centre 15, toujours à La Réunion. Patricia Braflant-Trobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes là en Guadeloupe, vous êtes autrice d'essais, je cite le dernier, Noir et manager aux éditions Nestor. Julien Sartre, bonjour. Bonjour. Et Julien, je me permets le tutoiement car tu es journaliste à Mediapart où tu suis l'actualité en Outre-mer. Et justement, tu rentres tout juste d'Océanie. Alors, on va parler de ces îles coupées du monde. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous raconter ton périple de retour? Ça a été assez long et complexe. Oui, c'était long, c'était compliqué et c'était significatif des problématiques que rencontre l'outre-mer en général, l'Océanie en particulier. En fait, j'avais embarqué sur un cargo pour faire du reportage dans les îles lointaines de Polynésie. C'était le Nukuhau et je devais aller dans les Tuamotu Sud jusqu'au Gambier. Et au moment en fait, la situation sanitaire locale et mondiale s'est dégradée extrêmement rapidement alors que j'étais en mer. Et au fur et à mesure, des jours qui passaient, des jours de mer, je ne pouvais plus réaliser mon reportage, c'était impossible, j'étais confinée à bord. J'ai dû être rapatriée au bout d'une dizaine de jours de mer depuis les Tuamotu, qui sont donc, et il faut bien avoir conscience, la Polynésie, c'est un archipel de 118 îles, c'est sur une superficie qui est vaste comme l'Europe. Donc mon trajet retour s'est fait en avion, il a duré 4 heures. Mais c'était une immense galère. Je suis rentré avec des enfants qui étaient en train d'être rapatriés sur leurs îles. Ensuite, je suis arrivé à Papeete et là, il y a une nouvelle problématique qui a commencé puisque l'archipel de Polynésie française, dans son ensemble, était en train de se couper du monde. Il n'y avait plus de vols pour rentrer en France, pour rentrer à Paris. Les avions étaient pleins, des tas d'aéroports avaient fermé. Alors, j'ai finalement réussi à rentrer il y a 2 jours. Et cette fois, ça y est, la Polynésie est coupée du monde. C'est une stratégie, c'est le but même du gouvernement de Polynésie française et des autorités du gouvernement local et des autorités françaises. Voilà, l'idée, c'est un genre d'autarcie pour préserver les populations vulnérables des îles. Voilà. Jusqu'à quand la Polynésie peut tenir en autarcie comme ça? Alors, étant donné que les liaisons aériennes sont complètement coupées, mais il y a une grande partie de l'approvisionnement qui se passe par fret maritime, ça peut durer assez longtemps. Le gouvernement de Polynésie française, lui, estime que si ça dure plus de 2 mois, la situation sera catastrophique et ce sera un véritable désastre. Donc, ils espèrent contrôler le virus, contrôler la contamination et sortir de cette situation en moins de 2 mois.
Alors justement, dans Mediapart, tu écris que l'Océanie ne peut compter que sur elle-même. Est-ce que c'est le sentiment que les gens ont là-bas? Et puis après, je pose la même question à nos deux invités. Encore une fois, c'est plutôt une stratégie. C'est vécu d'une façon, assez inégale hein, à l'échelle de l'outre-mer. Pour l'Océanie, c'est plutôt vu comme une chance. C'est-à-dire que ce sont des endroits qui sont de toute façon isolés et qui, eux, n'aspirent qu'à se protéger. Et alors, on va poser la question. C'est très bien de poser la question aux gens de la Réunion et de la Guadeloupe, par exemple, puisque la problématique est complètement différente. Hein. Ouais, comment vous, à la Réunion, Philippe de Chassebonne, vous vivez ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes livré à vous-même? Pour l'instant, non, parce que je pense que l'île vit un peu sur ses réserves. Mais c'est évident que si ça peut durer plusieurs semaines, on va se poser la question. Mais les circuits courts, depuis le temps que beaucoup en parlent avec les productions locales, etc., il serait peut-être temps d'y penser. Parce que la Réunion et peut-être d'autres îles sont totalement sous dépendance des avions cargo, des avions, des bateaux. Et là, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on va manger demain si jamais il n'y a plus rien qui arrive par les avions? Donc, c'est une problématique qu'on n'a pas encore, mais qui pourrait peut-être surgir un de ces jours dans cette pandémie. En tous les cas, il va falloir y travailler pour la suivante. Alors, les parlementaires de Martinique, et là je me tourne davantage vers Patricia, mais ça vaut pour tous les deux, les parlementaires de Martinique ont envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, lettre ouverte qui va s'afficher. Ils demandent notamment, alors j'attends que la lettre ouverte s'affiche, voilà, lettre ouverte au président de la République. Ils demandent notamment un dépistage généralisé de la population, une réquisition de locaux, une augmentation rapide des moyens de protection pour le personnel de santé et la garantie des moyens financiers et opérationnels. L'une des sénatrices signataires de cette lettre a obtenu que des médecins cubains soient autorisés par décret à venir en renfort en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est plutôt dans la zone Caraïbe et ça concerne davantage Patricia Brafland-Trobo. Mais la même question, je la pose à Philippe de Chassebonne parce que vous êtes professionnel de santé. Là, si demain, vous deviez écrire une lettre à Emmanuel Macron, vous demanderiez quoi, vous, pour que cette épidémie soit la mieux gérée? Je crois que ça sera après-demain parce que là, vraiment, on est vraiment en pleine épidémie. Donc, à mon avis, on n'est pas vraiment, c'est l'histoire des politiques, ça. Là, nous, on essaye de gérer au quotidien, c'est-à-dire de répondre à la demande des patients, mais surtout à la demande des patients qui ne sont pas coronavirus positif, c'est-à-dire la médecine générale classique. Et je crois que le nombre de morts qu'on aura à la fin ne sera pas du tout, forcément, il y aura peut-être beaucoup de morts dues au coronavirus, mais malheureusement beaucoup de morts, ce qu'on pourrait appeler des produits dérivés, c'est-à-dire tous ceux qui n'auraient pas pu avoir le 15 sur leur médecin traitant, des diabètes totalement déséquilibrés qui vont faire des comas, des appendicites qui vont suppurer, qui n'auront pas pris en charge. Et toute la problématique, à mon avis, c'est de rester les pieds sur terre et de faire quand même de la médecine avec un argumentaire, un interrogatoire et des prises de décision qui ne sont pas comme ça, qui sont en fonction de la connaissance de la science. Et on a un petit peu l'impression que tout part en vrille actuellement et tout est basé sur le coronavirus. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas le coronavirus, c'est le reste. C'est donc toutes les autres pathologies dont la population peut être atteinte et qui viendraient qui empireraient sous le coronavirus, en fait. Et surtout, puisqu'on instille quand même la peur qui, à mon avis, est quand même un petit peu démesurée et réaliste, c'est que les personnes n'osent même plus aller voir le médecin traitant. Donc, on a des renouvellements d'ordonnances faits par des tiers, c'est-à-dire des pharmaciens, sans aucune réévaluation. Ça peut être gravissime dans les cas d'anticoagulants, d'antiépileptiques, etc. On fait plus de la médecine, là. On fait des espèces on fait au mieux en fonction des appels, mais franchement, quand on régule au 15, c'est plus vraiment de la régulation médicale. On va passer à côté de tout un tas de pathologies qui, en temps normal, auraient pu être prises en charge convenablement. Et là, faute de peur outrancière, peut-être justifiée au niveau de son confinement, je ne remets pas en cause, mais en dépit du bon sens de ce qu'on a appris depuis 30 ans à la faculté. La thèse du gouvernement français, c'est de dire que les Outre-mer gèrent la crise avec un mois d'avance sur la métropole et que donc ça va bien se passer. Patricia Brafland-Trobo, vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est sûr que nous avons la chance d'être un petit territoire, d'avoir effectivement cette avance et que le confinement soit beaucoup plus facile chez nous parce que le message passe beaucoup plus facilement. La population est extrêmement sensibilisée parce que nous avons aussi corps médical qui a été assez présent dès le début, notamment toute l'équipe du CHU
qui a été extrêmement présente, qui a fait beaucoup de diffusion, beaucoup de sensibilisation. Donc la population a compris. Et puis il y a aussi la mobilisation de la société civile, où les personnes se sont beaucoup impliquées pour sensibiliser au confinement. Donc les personnes sont très sensibles au confinement, donc ce qui fait que nous n'avons pas d'explosion, le nombre de cas n'explose pas littéralement, nous n'avons pas de pic. Nous avons des cas qui augmentent, par exemple de 106 à 114. Bon, nous avons eu 5 décès de personnes âgées, c'est sûr, mais il n'y a pas cette peur. Et j'ai une amie médecin qui ne me relate pas ce dont parle le médecin ici présent. C'est-à-dire que les cabinets médicaux sont certes un peu vidés, mais les personnes restent en lien avec les médecins parce que le territoire est très petit et extrêmement bien quadrillé en termes de médecins. C'est sûr que ce n'est pas la panacée. Nous avons un CHU et c'est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte. Le CHU de la Guadeloupe a connu un incendie en 2017. Donc, toute la population sait qu'elle ne peut pas prendre le risque de s'amuser à braver le confinement et à étendre la maladie parce que nous partons avec un handicap. Donc, ce qui fait que ça a un effet d'aider à la gestion au mieux de la montée des cas. Mais c'est assez bien jugulé et nous espérons que ça va continuer. D'autant que beaucoup de communes sont en train de passer aussi au couvre-feu. D'accord. Julien, est-ce que tu peux nous dire, en gros, les Outre-mer, à quel point ces territoires sont touchés, si tu as un bilan chiffré peut-être? Alors, il y a le bilan chiffré, il est pour l'instant de 660 cas diagnostiqués dans l'ensemble de l'Outre-mer, les collectivités et les départements, les 3 océans confondus. Moi, j'aimerais rebondir aussi sur ce que disait Patricia. Il y a vraiment un élément, il faut bien avoir conscience que, voilà, par exemple, en Guadeloupe, et c'est assez significatif, le CHU a brûlé. Donc, les gens ne peuvent pas se permettre enfin voilà, ils font gaffe. Et en fait, l'idée, c'est un peu ça dans tout l'outre-mer. Les infrastructures sont déficitaires, délaissées depuis très longtemps. Et si à La Réunion, contrairement à la Guadeloupe, il y a un terrain un peu plus favorable à la panique, c'est aussi, en fait, c'est bizarrement pour les mêmes raisons. Et parce que les infrastructures sanitaires sont largement insuffisantes, ça fait longtemps, c'est documenté depuis toujours. Il y a des manifestations, des appels et tout, des grèves. Mais de façon, il y a quand même un écart avec la métropole. Faut bien avoir ça en tête. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé à La Réunion et qui a été très mal vécu, je crois. Enfin, peut-être que le docteur de Chazonde peut nous en parler, mais il y a des masques qui ont été distribués et qui étaient moisis, qui étaient recouverts d'une pellicule verdâtre, qui était inutilisable. La ministre des Outre-mer s'en est émue, en tout cas, on lui a posé la question, elle a reconnu que c'était quelque chose qui était inacceptable. Et en fait, ce genre de choses, ça fait des dégâts au-delà du plan sanitaire, quoi. C'est une violence. Et quand les photos des masques moisis recouverts d'une pellicule verdâtre ont circulé sur les réseaux sociaux à La Réunion, ça a eu un effet terrible, quoi. Désastreux. Philippe de Chazon, une réaction? Oui, non, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, bien au-delà des masses, c'est qu'il y a des personnes qui font pas leur boulot. Tous ces ronds de cuir qui sont payés outrageusement n'ont rien fait depuis la crise du chikungunya en 2006, pour lequel on avait fait une étude sur les signes cliniques, et puis celle du H1N1 un peu plus tard, pour lesquelles moi personnellement j'avais été auditionné au Sénat avec tout un tas de préconisations. Rien n'a été fait. Ce sont des gens, à mon avis, qui n'ont pas leur place, et n'écoutant absolument pas les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain dans la santé, c'est qui? C'est les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, enfin les assistantes sociales, enfin, tous les agents de proximité qui vont voir les personnes âgées. Ce sont des gens qui sont complètement hors terrain, qui sont dans leur dossier, pour lesquels il faut quand on nous dit qu'il y a actuellement sur la conférence de presse d'hier 214 cas ont été investigués, donc il y a 214 cas, mais ça fait rire tout le monde. Moi, j'étais intervenu au JT de Réunion Première en disant au moment du premier cas, mais vous savez, il y en a déjà beaucoup. Et puis qui dit premier cas, il y a 30 personnes tous les jours à l'ARS qui essayent de remonter la chaîne, mais c'est ridicule. Je préfère justement que ces gens-là payés par l'ARS soient là pour compter les masques, ceux qui sont en bon état. Et à ce jour, on en a reçu par médecin pour la semaine que 3.
Trois masques? 3 FFP2, 3 masques. Donc, il y a 3 masques par voilà, médecin sachant de que la ville durée de vie pour une semaine, sachant que… qu'on a reçu depuis avant-hier, oui, des masques FFP2. Voilà, ceux qui, a priori, sont plus fiables que les chirurgicaux. Alors maintenant, vu la pénurie, on dit que tous les masques sont fiables. Faut arrêter, quoi. Donc, les médecins, encore, ils sont derrière, parfois dans leur cabinet, mais c'est les infirmières. C'est insupportable qu'on dit d'aller au front et elles ne sont pas protégées. D'où l'intérêt de faire de la téléconsultation pour aussi les protéger et faire essayer d'être au lit du patient sans y être. Mais c'est insupportable. La gestion administrative de l'ARS, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 masques par semaine, sachant qu'il faut le changer toutes les quelques heures? Eh ben, on les réutilise le lendemain et le surlendemain. C'est ce que j'ai dit à ma remplaçante tout à l'heure. Ben, écoute, tu as un masque, essaye de le prendre aussi pour demain. Ça n'a aucun sens au niveau hygiène et sécurité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, après, on ne peut pas taper la pierre sur des organismes qui, de toute façon, ne sont que le résultat de politiques de santé depuis droite-gauche, depuis 10-15 ans. Hein. Si à La Réunion est peut-être, alors peut-être, moi je dirais pas que les structures sanitaires sont très inférieures en métropole, je ne suis pas sûr. Bon, après, il faudrait voir les chiffres. Mais tout ça est le résultat d'économies de santé aux dépens du patient et du personnel, que ce soit en libéral, que ce soit dans le monde public, depuis 10-15 ans, quel que soit le gouvernement. Alors justement, Philippe de Chazourne, vous avez évoqué l'étude que vous aviez faite sur le chikungunya. En quoi le fait d'avoir étudié le chikungunya vous permet de mieux faire face à l'épidémie de coronavirus, à la gestion épidémiologique? Alors déjà en 2006, ça avait été très mal géré, non pas par l'ARS, parce que ça n'existait pas, mais par les DAS et les DRAS, Direction régionale des affaires sanitaires, avec énormément d'attentes, enfin de délais entre les premiers signes et les premiers patients et des actions fortes. Il a fallu la venue de Xavier Bertrand, je me rappelle très bien, début 2006, pour se faire bouger un peu les maires et les structures locales. La différence, c'est que justement, je pense que La Réunion est assez préparée à ces épidémies de chikungunya, et par rapport au traitement, puisqu'on a fait une étude, testant étonnamment d'ailleurs l'anivakine, et une étude très rigoureuse avec randomisée, avec un bras placebo, faite par le professeur Xavier Lamballerie, qui était l'HP de Marseille, donc pas loin du professeur Raoult, et le professeur Flao, qui était le directeur de l'école santé publique de Rennes et de l'INSERM de Paris, et qui avait montré, alors contrairement à ce qui se passait in vitro, c'est-à-dire l'efficacité de l'anivakine sur le chikungunya, mais ça n'a pas marché in vivo. Alors ça ne veut pas dire que celle de Raoult, et j'espère que ça marchera. Et néanmoins, c'est intéressant parce que j'ai relu le protocole. Cette nivakine était donnée dès les premiers signes du chikungunya, sans attendre les facteurs de gravité, et ce qui conforte quand même le protocole du professeur Raoult, même s'il n'est pas méthodologiquement peut-être complètement dans les clous, mais on ne peut pas faire dans les clous quelque chose en précipité comme ça. Donc c'est très intéressant de mettre en parallèle ces deux études, Nivachi, Kurachik et l'étude du professeur Raoult. Alors, très bien. Patricia Braflant-Trobo, en Guadeloupe, quelle est l'atmosphère en ce moment? Est-ce que vous dites les gens font attention au confinement et n'ont pas particulièrement peur? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une peur que la vague arrive ou quelque chose à quoi on ne pourrait pas faire face? Alors, je voudrais déjà aussi réagir sur ce qu'a dit M. de Chazourne. Le cas pour la Guadeloupe concernant l'ARS, c'est exactement la même chose, même qu'il y a eu un référé au tribunal par un syndicat, le syndicat UGTG, pour exiger que l'ARS et le CHU fassent leur boulot, c'est-à-dire commander des masques, des tests et procéder à un dépistage convenable de la population. Donc, le tribunal administratif a donné raison aux syndicats et d'ailleurs, c'est en train de faire jurisprudence parce que même, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, Dupont-Aignan est en train de citer ce modèle guadeloupéen comme exemple pour forcer des institutions comme l'ARS à faire convenablement leur boulot, même si on sait qu'ils ne sont que les acteurs, ceux qui mettent en œuvre la politique gouvernementale de santé et qu'ils ne peuvent pas en faire plus. Et le gouvernement est en train d'ailleurs de chercher les moyens pour se débiner face à cette demande du tribunal administratif. Alors, concernant la peur et le confinement, nous avons aussi, nous, en Guadeloupe, la culture du risque. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France hexagonale. Nous avons des risques naturels permanents. C'est chaque année, et nous sommes rentrés dans cette période, c'est chaque année que nous devons faire face aux cyclones, par exemple. Et pendant cette période de confinement, il nous a déjà été rappelé de ne pas oublier que la saison cyclonique va bientôt commencer, c'est-à-dire en juin.
Donc, il se peut très bien que nous connaissions un épisode cyclonique. Donc, nous sommes habitués à ce genre de situation que nous arrivions à gérer avec, j'ai envie de dire, beaucoup moins de dégâts psychologiques du point de vue des conditions de vie, tout en sachant que les conditions sanitaires ne sont pas totalement remplies et les territoires, effectivement, avec un CHU brûlé, bon, je ne sais pas si vous imaginez un CHU brûlé en France hexagonale, c'est même pas imaginable. Et donc, non, pas nous vraiment, tenons... en effet. Les soignants de Guadeloupe, pour moi, ce ne sont même plus des gens à applaudir sur les balcons, ce sont vraiment des héros parce qu'ils arrivent à soigner la population et à tenir une politique de santé avec un CHU dans cet état. Et concernant les masques, il y a un très grand élan de solidarité qui s'est développé en Guadeloupe où tout le monde pratiquement se met à fabriquer des masques. C'est-à-dire des masques avec des fenêtres à l'intérieur desquelles les personnes peuvent introduire ou des mouchoirs ou des morceaux de t-shirt qui sont coupés. Voyez, il y a une ouverture dans les masques et les gens peuvent changer éventuellement la barrière supplémentaire qui est mise. Donc ça aussi, c'est aussi dans notre culture guadeloupéenne. C'est ce qu'on appelle le poté-monève, le débouillard, parce qu'on se rend bien compte que l'État, mais l'État n'est pas à la hauteur en Guadeloupe, mais plus généralement, moi j'entends les soignants de France, et depuis longtemps, ça fait plus de 15 ans, comme disait le médecin, que tout le monde sait que le système français de santé est défaillant, et là, cette crise, s'il y avait besoin d'un exemple supplémentaire pour le montrer, cette crise est en train de le démontrer ouvertement. Oui, et de façon très criante. Julien, une toute dernière question avant qu'on se quitte sur le cas de Mayotte. On est dans une problématique encore compliquée. Donc, ce département français, d'un point de vue sanitaire et social, au niveau d'un pays en développement. Est-ce que la métropole a conscience du cataclysme que cette épidémie pourrait produire là-bas ? Je n'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que le Mayotte se distingue toujours et extrêmement régulièrement pour les difficultés qu'elle rencontre. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a 50% de la population qui est étrangère et la moitié de cette population étrangère qui est en situation irrégulière. Donc là-bas, moi, je parlais au directeur de l'INSEE, Jamel Mekawi. Il m'expliquait que les logiques de survie, l'économie de subsistance, mais on parle d'une subsistance à quelques jours. C'est pas du tout une subsistance générale, enfin sur du long terme, quoi. Ça représente 9% du PIB. Donc la situation est davantage comparable à ce qui se passe à Madagascar, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe dans des pays comme ça. Et les services, alors là, l'hôpital de Mamoudzou, il n'a pas brûlé, mais ils sont saturés à 200% en temps normal, 100% dans les services de néonatalité, mais 100% dans les autres services. Donc les lits en réanimation, c'est une dizaine, il y a 300 000 habitants. Donc voilà, la situation est quand même... il faut quand même réfléchir à Mayotte et à la façon dont on envisage ce territoire et dont on envisage le confinement, par exemple, puisque rester chez soi, c'est un luxe. Donc, il va falloir à tout prix trouver une nouvelle... La ministre parlait de ça sans réellement proposer de mesures, mais bon, elle disait qu'il fallait trouver une nouvelle doctrine pour... je crois que là, pour Mayotte, c'est une urgence. Eh bien, on compte sur toi pour continuer à questionner la ministre. Merci, Julien Sartre. Tu es journaliste à Mediapart où tu suis les questions d'outre-mer. Merci, Philippe de Chazion. Vous êtes médecin généraliste, régulateur du 15 et président de l'association Med-Océan à La Réunion. Et merci, Patricia Brafland-Trobo. Vous êtes autrice d'essai, je cite, le dernier Noir et Manager aux éditions Nestor. Et vous êtes en Guadeloupe. Merci à tous les trois d'être passés dans À l'air libre. Direction à présent la Côte d'Ivoire. J'accueille François Hume. Bonjour François. Bonjour Valentine. Tu es le correspondant de Mediapart en Côte d'Ivoire. Pour commencer, quelle est la situation sanitaire là-bas ? Alors ici, c'est un peu la drôle de guerre, pour reprendre le vocabulaire martial, parce que les infectiologues, les épidémiologistes ont annoncé une explosion des cas à venir. Et pour le moment, il y a une augmentation, mais cette augmentation, elle n'est pas exponentielle. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on est toujours à 179 cas avec un décès. 90% des cas sont à Abidjan, 10% dans le reste du pays, ce qui veut quand même dire que le virus circule sur tout le territoire.
Si on dézoome un petit peu et qu'on prend, si on observe au niveau du continent, on est à 5000 cas. 5000 cas pour à peu près 160 décès. Donc, on est encore très loin quand même des 200 000 cas aux États-Unis, par exemple, ou des 400 000 cas en Europe. D'accord. Les principaux pays touchés sont le Maghreb et l'Égypte, et l'Afrique du Sud qui, à elle seule, compte 1500 cas confirmés. Et alors, moi, vas-y. Oui. Ce qu'il faut noter, c'est que les premiers qui ont été impactés par cette maladie sont les dirigeants africains, pour beaucoup, parce que, par exemple, si on prend l'exemple du Burkina Faso, il y a eu un décès de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il y a 7 ministres du gouvernement burkinabé qui ont contracté la maladie. Le président du Botswana également. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre s'est autoconfiné. D'après son cabinet, il est négatif, mais il a été en contact avec des cas positifs, donc il s'est autoconfiné. Donc c'est assez intéressant de voir, enfin, il faut noter que les dirigeants ont été particulièrement impactés, ce qui permettra de comprendre pourquoi ils ont réagi très vite. On en parlera après tout à l'heure. Oui, alors justement, en Côte d'Ivoire, si on reste en Côte d'Ivoire là, la gestion de l'épidémie, elle s'est faite progressivement. Les autorités ont d'abord instauré une auto-quarantaine. Concrètement, c'est quoi une auto-quarantaine et est-ce que ça fonctionnait ? Alors, l'auto-quarantaine, donc, c'était demander aux gens de s'autodiscipliner et de se confiner pendant 14 jours à leur retour. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il n'y a pas eu de contrôle et puis parce que les gens n'étaient pas disciplinés, tout simplement. Et il y a aussi autre chose que je voulais souligner quand même, c'est que il y a eu des mesures très rapides qui ont été prises concernant l'Afrique. On a tout de suite braqué les projecteurs sur l'Afrique et les grandes institutions internationales ont voulu que ces pays se préparent à la pandémie. Et en réalité, en élaborant des scénarios catastrophes, en leur demandant de faire des rapports de prévention, etc., avec cette idée que naturellement, les catastrophes viennent d'Afrique. Mais en fait, en réalité, on s'est rendu compte que la pandémie, le second foyer, outre l'Iran, il est venu d'Europe. D'Europe, ben oui, et on y vient justement à la fin. Mais donc restons sur la Côte d'Ivoire. Les autorités, donc d'abord auto-confinement, enfin auto-quarantaine, ça ne fonctionne pas. Ensuite, les autorités ont pris des mesures plus contraignantes. Est-ce que tu peux me les citer ? Oui, alors dès le 15 mars, tout est allé très vite, hein, même plus vite qu'en Europe, puisque on comptait que 6 cas dans le pays. Et on a tout de suite décrété la fermeture partielle des frontières, la fermeture des universités, des écoles, des boîtes de nuit. Et puis, quelques jours plus tard, le président a fait une allocution à la télévision. Et là, il a déclaré, il a décrété le couvre-feu qui court de 21h à 5h du matin, la fermeture totale des commerces non essentiels et des frontières. Et puis récemment, là, il y a eu une nouvelle mesure qui est un petit peu spécifique à l'Afrique, c'est l'isolement de la capitale économique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir. Là, je vous montre un petit journal. Plus personne ne sort, plus personne ne rentre. Voilà. Donc, on est à Abidjan et on y reste. Voilà. Et alors, à propos de ces mesures, justement, et du respect de ces mesures, on va écouter ce qu'a dit le président Alassane Ouattara, c'était le 23 mars. Dans cette lutte que nous menons contre la propagation du Covid-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais à cet égard condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine. François, le président ivoirien parle d'indiscipline. De quoi il s'agit ? Alors, au-delà du respect des mesures, des gestes barrières, il fait référence à une affaire très précise qui a fait grand bruit ici en Côte d'Ivoire et notamment sur les réseaux sociaux, l'affaire de l'IGNS, donc ce centre sportif, cette infrastructure qui a été choisie pour recueillir les voyageurs revenant de pays à risque. On a confiné ces voyageurs, mais c'est très mal passé parce qu'ils ont appris en étant confinés que certaines personnalités ivoiriennes issues du monde politique ou des artistes ou des footballeurs avaient eu des passe-droits et avaient pu rentrer directement chez eux. Du coup, ils se sont rebellés et ils ont obtenu, entre guillemets, leur libération.
Mais ça a fait grand bruit parce qu'aujourd'hui, on se demande si ces gens, finalement, ne sont pas à l'origine de la propagation du virus dans le pays, puisqu'ils n'ont pas respecté les mesures de confinement. Et oui. Et alors, on va regarder une vidéo qui montre des abus policiers pour faire respecter justement le couvre-feu dont tu as parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est une vidéo. Est-ce qu'il y en a d'autres et est-ce qu'en fait, ces abus policiers sont courants? Est-ce que le couvre-feu et les mesures exceptionnelles leur donnent, entre guillemets, l'envie de faire du zèle? Oui, alors dès la première nuit du couvre-feu, ces vidéos se sont multipliées et là aussi, ça a créé une polémique sur les réseaux sociaux, évidemment. Alors pourquoi? C'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a eu des consignes de fermeté qui ont été données? Est-ce que si on reprend l'histoire du pays, le couvre-feu, ça fait référence quand même à les multiples crises qu'ont vécues la Côte d'Ivoire et donc du coup des situations de violence et des policiers qui ne se contrôlent pas. Toujours est-il que le préfet de police est vite monté, a vite publié un communiqué pour demander à ces hommes de se calmer et de respecter les droits de l'homme. Et ces derniers jours, on voit moins de vidéos de violences policières, mais en tout cas, ça a été un débat très important en Côte d'Ivoire, mais aussi au Burkina et au Sénégal. Et ils ont même visiblement voulu montrer aux journalistes comme toi que tout se passait bien pendant les patrouilles. Je crois que tu as assisté à une espèce de voyage de presse du couvre-feu, si je puis dire, pour montrer que les policiers étaient parfaitement dans la loi. Ceux qui pâtissent le plus de cette crise, ce sont les prisonniers. Tu as écrit dans Mediapart un reportage sur la prison d'Abidjan, qui est une énorme prison. Alors, la situation sanitaire est déjà là-bas terrible, et du coup, pour eux, puisqu'il n'y a plus de visites depuis là récemment, c'est un peu la double peine et c'est un petit peu compliqué, j'imagine, pour après contrôler la situation et les droits de l'homme là-bas. Oui, effectivement, c'est une difficulté supplémentaire. En fait, avec Olivia, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, c'était avant la crise. On s'est rendu compte que le taux de densité carcérale atteignait des records jamais atteints, donc 300% en moyenne dans les prisons du pays, mais jusqu'à 500% à la prison d'Abidjan, à la Maka. Et ce problème-là, aujourd'hui, il est bien sûr pointé du doigt par l'ONU, la question de la surpopulation carcérale qui existe d'ailleurs un peu partout dans le monde, et l'ONU qui demande qu'il y ait des libérations qui se fassent parce que le risque de propagation du virus est beaucoup plus élevé. Et ça a été le cas en Éthiopie, 4000 libérations, au Niger, 1570 libérations, on en parle au Sénégal aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des pressions politiques de certains partis qui demandent des libérations aussi en Côte d'Ivoire, notamment parce qu'on trouve beaucoup de détenus politiques dans les prisons. Ouais. Alors, et dernière question, parce qu'on va devoir se quitter. Le confinement total n'est pas mis en place en Côte d'Ivoire. Il est d'ailleurs un point clé dans de nombreux pays d'Afrique en général. Pourquoi est-ce qu'il est difficilement réalisable en fait? Alors oui, ce débat, il a eu lieu aussi en Afrique et les gouvernements ont pris différentes décisions à ce sujet. Pourquoi il est très difficile de confiner les habitants du continent? Parce que 93%, je parle de la Côte d'Ivoire, mais c'est un peu pareil dans les autres pays, des habitants, de la population travaillent dans le secteur informel, c'est-à-dire que on gagne dans la journée ce qu'on va dépenser le soir pour faire vivre sa famille. Donc moi, quand je sors et que je fais des reportages, on me dit « mais vous préférez que je meure de faim chez moi ou que je meure du coronavirus ?» Donc, il y a plusieurs pays qui ont décidé de ne pas mettre en place ce confinement total parce que ça aurait créé des violences, des manifestations. Mais au Nigeria, par exemple, Lagos et Abuja ont été confinés totalement, 30 millions de personnes, et on attend de voir comment ça va se passer, mais eux ont fait ce choix-là. Et j'entendais à la radio ce matin que c'était assez compliqué justement dans une ville aussi peuplée que Lagos. Merci François. François Hume, tu es notre correspondant en Côte d'Ivoire. Bon courage à toi dans Abidjan, coupé du pays. À bientôt. Merci. Sa musique nous transporte loin. Elle est sacrément adaptée à qui veut fermer les yeux et oublier ce confinement. Rodolphe Burger est dans À l'air libre. Il revisite pour nous un de ses classiques, Radioactivity.
I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men in our time. Radio activity. It's in the air. For you and me. Radio activity. Discovered by Adam Curie. Radio activity. Tuning to the melody. The equation E equal mc squared, in which energy is Z equal to mass multiplied with square of the velocity of light, showed is successful radioactive poisoning of the atmosphere. Radio Aktivität. Starkwind zum Fangstgerät. Radio Aktivität. Wenn's um unsere Zukunft geht. Radio Aktivität. Für dich und mich anstehen. Multiplied with square of the velocity of light.
Merci beaucoup à Rodolphe Burger qui donnera un concert en direct sur les pages Facebook d'Arte Concert et de Sourdes Oreilles ce vendredi 3 avril à 16h. Notez bien, vendredi 3 avril à 16h, l'occasion de dévoiler quelques extraits de son prochain album Environ, qui va apparaître le 19 juin chez Dernière Bande. Dans la partie numéro 2 d'Alerte Libre, on va parler aujourd'hui des violences au sein du foyer, notamment des violences contre les femmes pendant ce confinement, avec ces chiffres inquiétants, vous les voyez s'afficher. Les interventions des forces de l'ordre à la suite de signalements pour des violences conjugales ont augmenté de 36% à Paris et de 32% en zone de gendarmerie, donc dans le reste de la France, depuis la mise en place du confinement, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le week-end dernier. Il y a déjà eu des cas tragiques. Le 20 mars, dans le Lot-et-Garonne, une femme de 81 ans a été tuée par son mari. Premier féminicide du confinement. Et lundi dernier, au tribunal du Mans, dans la Sarthe, un homme de 40 ans a été condamné à 20 mois de prison ferme pour des violences en récidive sur sa compagne. Et comme l'a rapporté Ouest France, on va voir s'afficher, l'homme a expliqué qu'il ne supportait pas le confinement. Et du côté de l'enfance en danger, il y a aussi des signaux d'alerte. Un enfant de 6 ans qui s'appelait Daoudja a été battu à mort par son père en Seine-Saint-Denis. Le père, âgé de 45 ans, a été déféré devant un juge d'instruction et placé en détention provisoire. Sophie Boutboul, bonjour. Bonjour. Tu es membre du collectif de pigistes YouPress et journaliste pour Mediapart. Tu viens de publier sur notre site un article que je vous invite à lire qui s'appelle « Le confinement renforce les violences conjugales ». C'est en train de s'afficher. Sophie, tu travailles à temps plein sur le sujet des violences faites aux femmes. C'est toi d'ailleurs qui as constitué notre plateau du jour. Peux-tu nous présenter nos invités ? Oui, donc Frédérique Marthe, c'est directrice de l'Institut en santé génésique Women Safe dans les Yvelines, qui accompagne des femmes et des enfants victimes de tout type de violence. Là-bas, en temps normal, en physique, des infirmières, des juristes, des psychologues, des intervenantes sociales assurent un suivi global de ces femmes et de ces enfants, qui est aujourd'hui téléphonique depuis le confinement. Isabelle Steyer est avocate au barreau de Paris depuis plus de 20 ans. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des enfants victimes de violences, donc de violences intrafamiliales, de violences conjugales notamment. Et Alizé Bernard est attachée commerciale. Nous avons coécrit ensemble le livre Silence on cogne, enquête sur les violences conjugales subies par des femmes de gendarmes et de policiers. Et Alizé a été victime de violences conjugales pendant plusieurs années. Merci beaucoup Sophie, merci infiniment à toutes les quatre d'être là. Je signale aussi qu'à la fin de l'émission, nous reviendrons avec Cécile Andrzejewski, journaliste aussi pour Mediapart que tu connais bien Sophie, sur les menaces qui pèsent peut-être sur l'accès aux interruptions volontaires de grossesse en ce moment sous le confinement. Voilà, pour introduire notre débat, donc, on va regarder ensemble cette vidéo du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. C'était hier à l'Assemblée nationale. Il a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes sous le confinement, en tout cas tenter de lutter contre les violences faites aux femmes sous le confinement. On regarde ce qu'il a dit. J'ai, dès la semaine dernière, envoyé des instructions spécifiques aux policiers, aux gendarmes de notre pays pour qu'un certain nombre de mesures soient mises en œuvre, notamment par exemple les appels d'initiative, ce qui n'est pas l'usage habituel. Mais un policier, un gendarme peut appeler une femme dont on sait qu'elle est en risque, même si la procédure n'a pas fait en sorte qu'elle soit séparée de son conjoint ou parce qu'elle n'a pas porté plainte, parce qu'elle ne l'a pas souhaité. Un appel, une alerte, une urgence, nous intervenons. De la même façon, nous avons sollicité avec l'ordre des pharmaciens la mobilisation des pharmacies dans ce lieu de proximité où on peut donner une alerte. Et à ce moment-là, les consignes sont simples. Immédiatement, on appelle les forces de sécurité intérieure, policiers ou gendarmes. Ils interviennent immédiatement. Les instructions ont été claires. Hier à Nancy, un cas a pu être signalé ainsi et nos forces ont pu intervenir immédiatement. Mais nous devons aller encore plus loin, Madame la députée, parce que il y a Internet, il y a le fait de sortir, mais quelquefois c'est impossible. Et je souhaite vous annoncer qu'en lien avec mes collègues du gouvernement, nous mettrons en place à partir de demain la possibilité de donner l'alerte par simple texto, pour que le texto puisse donner une alerte et qu'ensuite les forces de sécurité intérieure interviennent. C'est une proposition d'ailleurs construite avec Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'a signalé la disponibilité du 114 et de la plateforme qui est gérée par des services hospitaliers de Grenoble et qui nous permettra là aussi, par le 114, de donner l'alerte par simple texto, parce qu'en aucun cas, le confinement doit être l'empêchement et le fait de laisser des violences conjugales ou des violences intrafamiliales.
Voilà, donc un nouveau dispositif d'alerte par simple SMS au 114, assez accessible donc d'après ce que dit Christophe Castaner dès aujourd'hui. Il faudra bien sûr vérifier la possibilité aussi pour les femmes victimes de violences de s'abriter dans les pharmacies, le temps d'appeler la police ou la gendarmerie. Apparemment, même pas apparemment, ça a fonctionné tout récemment à Nancy où une femme est venue dénoncer des violences conjugales et son mari a été arrêté donc dans une pharmacie. On va voir cet article de l'Est républicain qui va s'afficher. Alors, on parle aussi de possible hébergement dans les hôtels, c'est ce que dit le gouvernement. Voilà les mesures annoncées. Sophie Boutboul, comme tu l'écris dans cet article paru il y a quelques jours, on sait, d'après les expériences étrangères, que les mesures de confinement accentuent de fait la réalité des violences au sein du foyer. Est-ce que les mesures qu'annonce le gouvernement en ce moment sont suffisantes? On voit que des choses sont en train d'être faites, on voit que ça bouge avec les pharmacies, la mise en place du numéro d'alerte par SMS 114, mais il y a encore des manques selon plusieurs associations et selon plusieurs professionnels pour les femmes et les enfants qui sont isolés. Par exemple, le collectif Nous Toutes demande toujours un plan d'urgence. Elles ont lancé une pétition à ce sujet. Par ailleurs, la Fédération nationale Solidarité Femmes souhaiterait qu'il soit possible, comme en Autriche, que les policiers et les gendarmes émettent des interdictions d'approcher le domicile pour 15 jours pour les conjoints violents et que la justice entérine ensuite ou non la mesure au bout de 15 jours pour simplifier les choses. Et malheureusement, les réactions de certains policiers sur le terrain ne sont pas toujours exemplaires. C'est ce qu'on a vu dans l'article que tu citais tout à l'heure avec Lisa qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, on va raconter brièvement son histoire. Lisa, c'est une étudiante de 22 ans qui vit en Moselle. Et lors de la première semaine de confinement, elle a entendu des bruits de coups et des au secours provenant de chez sa voisine, qui est mère de 2 enfants. Elle a appelé le 17, les policiers sont arrivés. Sa voisine a répondu qu'elle avait été agressée dans la rue, ce à quoi les policiers ont répondu « Nous supposons que vous ne voulez pas porter plainte ». Lisa était très étonnée, très choquée en fait, ayant le sentiment qu'ils induisaient déjà sa réponse par leurs questions. Elle a donc tweeté son désarroi. Le cabinet de Marlène Schiappa, la secrétaire de l'égalité, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'a contactée, a pris des informations sur le dossier. 2 jours plus tard, la brigade des mineurs de sa ville a contacté Lisa pour une déposition. La police est venue interpeller l'homme violent, la place en garde à vue. Il a été présenté au tribunal. Mais ce que Lisa me disait, c'est qu'il aurait très bien pu, selon elle, la tuer pendant le confinement, que cette affaire, elle a été prise au sérieux uniquement parce qu'elle a été visibilisée sur les réseaux sociaux et donc que cela démontrait, selon ses mots, une défaillance de notre système politique. Merci Sophie, en effet, tout a tenu finalement et incidemment sur Twitter, donc en effet, c'est pas particulièrement rassurant. Avec nous en plateau, Alizée Bernard. Alizée, en tant qu'ancienne victime de violence, qui avait raconté votre histoire dans le livre coécrit avec Sophie, lorsque le confinement a été annoncé par Emmanuel Macron lundi, il y a 2 semaines, quelle a été votre réaction, votre sentiment? Mon sentiment, j'ai eu peur justement pour ces femmes qui aujourd'hui sont encore victimes de violences conjugales au sein de leur foyer. J'ai eu une pensée particulière aussi pour celles, bien évidemment, dont le conjoint est représentant des forces de l'ordre et qui a potentiellement une arme de service au domicile. J'ai eu cette pensée-là et je ne pense pas qu'à ces femmes, je pense également aux enfants qui sont tout autant victimes de ces violences conjugales. Ça reste des violences intrafamiliales et potentiellement des féminicides et des infanticides. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des femmes qui aujourd'hui pourraient regarderont cette émission, se trouvent dans une situation qui peut être difficile, peut-être dont elles pensent qu'elle est inextricable en ce moment? Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer? Parler par n'importe quel moyen, que ce soit en allant à la pharmacie, même si bien évidemment j'émets des doutes et des réserves sur le fait qu'une femme qui la veille aura subi des violences, son conjoint puisse la retenir à la maison et qu'elle ne puisse pas se rendre dans une pharmacie parce que forcément tous ces dispositifs, il en a tout autant connaissance que ces femmes au travers des médias. Mais c'est parler à une amie sur les réseaux, l'appeler, lui envoyer un SMS, qu'une autre personne en fait fasse cette démarche pour elle d'alerter. Et c'est aussi qu'elle prenne conscience que si les violences commencent à être répétitives là pendant cette phase de confinement, elles ne vont pas cesser, elles vont s'accentuer. Ça va être gravissime et donc pas prendre de risques en fait. Et autre chose là qui n'engage que moi, mais je pense que quand on est victime de violences conjugales, à un moment,
on émet l'information auprès de notre conjoint pour faire cesser ces violences, de dire je vais aller déposer plainte, faut que ça cesse, c'est trop. C'est peut-être ne pas évoquer cela avec lui, en tout cas avec le conjoint violent, mais passer à l'acte pour dénoncer ces faits de violence, pour ne pas risquer justement sur le moment une recrudescence ou finalement une séquestration à domicile. Il y a de nombreuses anciennes victimes de violences qui ont lancé, ou d'associations qui ont lancé aussi des appels à la vigilance en ce moment, en disant dans votre immeuble, chez votre voisin, chez votre voisine, si vous entendez des choses, signalez aussi. C'est aussi évidemment, j'imagine, un appel que vous voulez passer. Tout à fait. Tout à fait. Il faut être vigilant, il faut être à l'écoute de ses voisins, de ce qui peut se passer et ne pas hésiter à intervenir, même si au final, c'est pas forcément le moment que cette femme aura décidé pour parler, mais on ne peut pas prendre le risque en fait de perdre encore plus de femmes et d'enfants pendant cette période de confinement. Merci Alizée, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je voudrais faire réagir Frédéric Martz maintenant. Frédéric Martz, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice de l'association Institut en santé génésique Women Safe dans les Yvelines, installée dans les Yvelines depuis 2014. Vous accompagnez les femmes et les enfants aussi, victimes et témoins de violences. Alors, je crois que votre organisation a maintenu ses permanences, des permanences téléphoniques. On va donner maintenant le numéro, puis on le rappellera après, le 01 39 10 85 35, c'est bien ça? Absolument. Donc, un numéro auquel des infirmières, des médecins, des gynécos, des psychologues, des juristes, des avocats, vous parfois, répondez au téléphone. Question simple, est-ce que vous avez ressenti à cette permanence une augmentation des situations de violence dans les foyers, que ce soit des violences contre les femmes, contre les enfants, contre les deux, dans les appels que vous avez eus ces 2-3 dernières semaines? Alors, je vais rebondir sur beaucoup de choses qu'a pu évoquer Alizée parce que ça nous parle beaucoup. Je pense que les conseils qu'elle donne sont tout à fait avisés, mais en même temps, on a touché plusieurs sujets en même temps, les femmes victimes, les enfants et les témoins. Alors, merci à Sophie de nous inviter sur ce plateau pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes jamais considérés comme un dispositif d'urgence, mais de prise en charge, puisque notre prise en charge, c'est sur du long terme. Alors, nous ne sommes pas un service d'urgence en tant que tel, mais nous nous appuyons sur les acteurs de l'urgence. Donc, les acteurs de l'urgence sont la police, les urgences des hôpitaux, etc. Pourquoi? Parce que nous considérons effectivement qu'il faut mettre en œuvre une action d'urgence et il est important d'être en lien avec ces acteurs qui aujourd'hui sont des partenaires pour travailler ensemble. Pourquoi? Parce que quand on saisit effectivement un acteur comme la police ou quand on envoie une femme vers les urgences, il y a énormément de travail. Après, le travail, c'est une prise en charge psychologique très très rapidement, c'est une cohérence avec le fait qu'elle veuille ou non déposer plainte, qu'elle veuille ou non prendre un avocat, et toute cette organisation, elle est extrêmement structurée chez nous et elle permet aux femmes effectivement de ne pas être simplement prises en charge uniquement dans l'urgence. En fait, j'imagine que le confinement remet en cause justement cet équilibre parfois précaire. Ouais. Je pense que le confinement, il a été pour nous un excellent test et un excellent exercice pour savoir comment on peut se déployer d'une manière efficace sans pour autant changer notre méthode de travail qui est une méthode très simple, c'est le pluridisciplinaire et c'est basé sur le secret partagé. Alors le secret partagé, j'y reviendrai, mais c'est important de dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs, nous on est autour de la femme, c'est pas la femme qui doit tourner autour des acteurs. Donc c'est important de dire qu'elle est au centre d'une problématique de plusieurs, on va dire, professions, que ce soit de la justice, que ce soit de la santé, que ce soit du social. Et cette femme-là, pour éviter cette rupture dans le parcours, nous avons installé très très vite une ligne téléphonique, mais pour autant, nous n'avons pas rompu ce lien entre nous, puisqu'on a mis en place évidemment des principes de communication, WhatsApp, etc., qui nous permet par jour de continuer à faire ce que nous faisons très très bien, c'est staffer, ça veut dire nous réunir en virtuel aujourd'hui,
pour déterminer les actions qu'il faut mettre en œuvre rapidement autour d'elle. Alors évidemment, les actions à mettre en œuvre d'urgence, c'est évidemment vérifier si elle est dans une situation d'urgence vitale. Et là, l'action, on va prioriser les actions que l'on va mettre assez rapidement en route. Mais pour autant, nous n'allons pas nous détacher d'une concertation collective. C'est-à-dire on ne va pas travailler que sur l'aspect de la justice ou du dépôt de plainte. Et ça me permet de faire le lien avec tous ces réseaux solidaires qui se sont mis en place. Je pense notamment à des réseaux d'avocats, de psychologues qui aujourd'hui proposent des consultations gratuites. Alors évidemment, je trouve que dans cette période de confinement, le fait de pouvoir nous appuyer sur des professionnels qui se réunissent et qui se mettent à disposition des victimes, c'est intéressant, mais pour autant, nous essayons de privilégier notre propre raison pour une simple et bonne raison, c'est que je vous ai évoqué le secret professionnel de chaque branche de métier et qu'il est absolument indispensable que le professionnel avec lequel nous allons travailler va évoquer la situation le plus simplement possible et sortir un peu de son périmètre déontologique qui l'amènerait à respecter le secret professionnel. C'est important de l'évoquer. Concernant les violences, c'est important de vous dire que nous parlons beaucoup des violences conjugales parce qu'on parle et on imagine le confinement évidemment comme on va dire une pression supplémentaire sur la victime puisque là, elle ne quitte plus l'auteur des violences et les enfants deviennent témoins de ces violences parce que certaines familles, ça se passe dans le couple, mais les enfants sont de temps en temps épargnés. En tout cas, ils n'assistent pas à des scènes de violence. Aujourd'hui, et là, nous sommes très très inquiets sur le fait que ces enfants deviennent des témoins et ils ne sont pas entendus. Ce qui m'amène... Et je voudrais juste terminer sur la violence que l'on nomme aujourd'hui, qui est principalement les violences conjugales. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la période de confinement aujourd'hui est une période extrêmement difficile pour l'individu et que beaucoup d'autres formes de violences aujourd'hui ressurgissent. Ça peut être des violences, des incestes, et le fait d'être dans une période, une espèce de parenthèse où psychologiquement les individus peuvent être impactés. On y voit des témoignages aujourd'hui, des prises de parole de victimes qui ne sont pas nécessairement de la violence conjugale, mais un besoin d'aide et d'état d'urgence psychologique qui nécessite que l'on s'y penche aussi. Tout à fait, on en a parlé d'ailleurs avant-hier dans cette émission. On va rappeler le numéro. Donc pour vous contacter, le 01 39 10 85 35. Petite question juste avant de passer à Isabelle Steyer. Quels sont les besoins spécifiques que vous avez? Je crois que vous avez dit dans l'article de Sophie, on est très inquiet notamment sur les dispositifs de mise à l'abri immédiate pour les hébergements d'urgence si c'est nécessaire pendant ce confinement. Est-ce que quelles sont vos inquiétudes particulières? Alors, entre le moment où l'interview a été faite, effectivement, beaucoup de choses ont été améliorées. Je sais que le Conseil régional, par exemple, a mis beaucoup de logements aujourd'hui en circuit. C'est bien à dire, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, absolument. Ok, merci beaucoup. Et donc, on a rappelé le numéro pour vous joindre et vous montrer que tout ça continue malgré le confinement. On se réorganise différemment, mais les personnes qui veulent vous contacter peuvent être prises en charge et c'est bien important de le dire. Imaginez qu'on n'agit que sur un territoire. Voilà. Et il y a plein d'autres organisations, évidemment, comme la vôtre. Isabelle Steyer, avocate pénaliste, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez évidemment très bien les situations dont nous parlons. Vous travaillez depuis 20 ans sur ces cas. Question simple, là aussi, que deviennent dans la période de confinement les femmes qui ont pu vous contacter avant le confinement ou qui vous contactent depuis, je ne sais pas. Dans l'article d'Isabelle, de Sophie, pardon, Isabelle, c'est vous, vous disiez que justement, vous aviez parfois perdu le contact ou le contact était plus compliqué. Oui, alors déjà, en période normale, qui viole, qui tue, qui tape, c'est la famille. Et ça, on l'oublie. C'est plus de 80% des meurtres, des violences sur les femmes, des violences sur les enfants et des viols sur les enfants ont lieu en famille. Donc, le confinement ne va faire que rajouter de la pression psychologique et aggraver cette situation. Donc, effectivement, nous ne sommes pas étonnés de l'augmentation de toutes ces violences. Donc, heureusement qu'il y a des prises de position et des solutions, on va dire un petit peu comme ça, un maillage qui se fait artisanal.
là où on peut aller, là où les femmes peuvent dénoncer les faits. Alors, moi, mon premier souci, c'est le suivant, c'est lorsqu'une femme va arriver dans la pharmacie ou dans le grand magasin, que va-t-il se passer par la suite? C'est-à-dire qu'elle va parler, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle et de ses enfants et de ses enfants? Et là, le souci que j'ai, c'est que si les policiers interviennent, c'est une proposition que les policiers interviennent et prononcent une interdiction de rencontre pendant 14 jours comme en Autriche, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au plus simple. Alors, moi, j'ai des solutions qui ne fonctionnent pas, on est bien d'accord. Hein. Si on m'appelle, c'est que ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc, j'ai des exceptions peut-être. Hein. Mais le policier, il va dire à la femme, mais puisque ça ne va pas, c'est vous qui partez. Et c'est mon problème actuel. C'est que sortir du foyer conjugal une personne, c'est plus simple que la laisser dans les lieux avec les enfants, manifestement. Donc le policier va demander à la victime de partir plutôt qu'à l'auteur de partir et va laisser donc l'auteur avec les enfants et va demander à la femme qui se plaint, donc à celui qui dénonce, de partir. C'est elle qui remonte. Donc là, il faut quand même rappeler les principes, c'est que c'est quand même à la victime de rester au foyer avec ses enfants. Et j'ai ce format-là régulièrement. Mon deuxième problème, c'est qu'il faut avoir accès à la justice. En France, ce n'est pas à l'autorité administrative de prononcer une décision d'éloignement, puisque même un procureur qui est un magistrat ne veut pas la prononcer. C'est un juge des libertés de la détention, donc un juge du siège, qui prononce un contrôle judiciaire. Donc il faudrait qu'il y ait un déferment et une comparution immédiate en temps réel de cet homme violent et une mesure d'éloignement, et que cet homme violent soit mis dans ses appartements, mis à la disposition du Conseil général. Est-ce que ces dispositifs-là, d'éloignement, de mise à l'abri, d'éloignement, continuent de fonctionner en situation de confinement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Alors, le pénal, je vous le répète, je n'ai que les dossiers qui dysfonctionnent. Le pénal ne fonctionne pas très bien puisque les plaintes ne sont pas transmises en temps réel au procureur de la République, peut-être parce qu'il y a simplement quasiment 40% de plus de plaintes. Hein. Donc, il y a une surcharge de travail, moins de magistrats peut-être présents et plus de demandes. Donc, c'est énorme cette augmentation, mais qui était totalement prévisible. Donc, on n'a pas de réponse en temps réel et on a un système D qui doit fonctionner. Et donc, si le système pénal ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vers l'ordonnance de protection. Or, il est extrêmement difficile actuellement d'avoir accès aux plaintes précédentes, puisque c'est la femme qui s'en va et qui ne peut pas les récupérer, et d'avoir accès à un juge aux affaires familiales en temps réel, et surtout peut-être de façon virtuelle. Parce que comment aller de son lieu de confinement jusqu'au tribunal, jusque chez son avocat? Alors, je propose des consultations gratuites par téléphone, construire un dossier par téléphone. J'ai fondé une association d'avocats sur toute la France qui se propose de consulter gratuitement également, mais il faut aller au tribunal avec l'ordonnance de protection, avec l'assignation, pour pouvoir avoir une date d'audience. Donc moi, je propose que ça puisse être fait, et cela a été aussi pris en compte par le ministère de la Justice par mail, et surtout que l'on ait aussi des audiences telles qu'on le voit par WhatsApp. C'est le cas pour les détenus qui font des demandes de mise en liberté sont vus par visioconférence. Pourquoi ne pas le faire pour les femmes, hein? On pourra avoir un magistrat par visioconférence, par WhatsApp comme on le fait, avoir des audiences et des demandes d'ordonnance de protection en temps réel, de façon à ce que l'on puisse avoir une protection. Maintenant, c'est 6 jours maximum et c'est possible, comme on le fait depuis 48 heures, par visioconférence. Il faudrait que ça puisse marcher sur tout le territoire national, en n'ayant pas des obligations d'avoir des états civils, puisqu'on a le problème de la fiche d'état civil, et donc il faudrait l'avoir en temps réel. Il faudrait que l'on puisse avoir cette ordonnance de protection avec uniquement des passeports, des livrets de famille, puisqu'on n'a plus les mairies non plus en ligne. Hein, donc il faut tout simplifier, il faudrait tout simplifier, dématérialiser. On l'a actuellement, hein. Il n'est pas obligatoire selon les textes d'avoir une ordonnance de protection en ayant des fiches d'état civil. On peut avoir tout simplement son passeport. Donc, appliquer réellement les textes et depuis 48 heures, on peut avoir des ordonnances de protection en visioconférence et par mail et simplement sur dossier. D'accord. Donc là encore, il y a des progrès, mais il faut aller plus loin. Sur appel téléphonique.
et convoquer les parties par tout moyen, donc y compris par texto, y compris par mail. Donc, utiliser cela de façon à ce qu'on puisse avoir un domicile conjugal qui soit donné aux femmes et pas à l'agresseur, et de façon à ce que les femmes puissent avoir la garde des enfants, parce qu'actuellement, les enfants peuvent être confiés également à l'agresseur, voire à la mère de l'agresseur, par la police qui intervient comme ça. Voilà, on voit qu'est-ce qui se passe, qui a le pouvoir de séduction le plus fort? Ben, c'est l'homme violent. Qui a la capacité de répondre? C'est l'homme violent. La femme est tétanisée, elle n'ose pas dire parce que le policier interroge en présence de l'homme violent. Donc il faudrait effectivement, comme l'a dit Alizée, que cette femme soit entendue seule, peut-être dans les parties communes, dans le couloir quand la police intervient, devant, sur le perron, mais qu'elle ne soit pas entendue avec son agresseur. Merci beaucoup Isabelle Steyer. Sophie Boutboul, les propositions de dématérialisation dont parle finalement Isabelle, enfin, en gros remettre particulièrement dans ce moment, ça devrait être le cas tout le temps, mais en tout cas particulièrement dans ce moment, centrer tout autour des femmes victimes de violences. Est-ce que c'est en discussion? Est-ce que ça avance un peu? Isabelle nous dit qu'il y a quand même des progrès dans certains endroits. Ce qu'avait répondu la porte-parole du ministère de la Justice, c'était que ça serait au cas par cas pour chaque tribunal. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore une décision globale sur une dématérialisation des ordonnances de protection. Bon, très bien, merci beaucoup. On suivra tout ça et j'imagine qu'on suivra aussi ça, bien sûr, dans Mediapart avec toi, Sophie. Merci beaucoup, merci infiniment d'être là. Avant de se quitter, je vais rappeler les numéros d'écoute et d'urgence à contacter. Ils vont s'afficher en cas d'urgence. Contactez le 17 donc sur votre téléphone, la plateforme en ligne Arrêtons les violences de la gendarmerie nationale. Donc l'adresse s'affiche https://arrêtonslesviolences.gouv.fr, et pour l'enfance en danger, le 119 pour signaler des cas d'enfants en danger. Et pour les numéros d'écoute, le 3919, numéro d'écoute pour les victimes de violences conjugales, et le 0800 05 95 95 pour les victimes de violences sexuelles, des numéros gratuits accessibles depuis tous les téléphones en France métropolitaine et en Outre-mer. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir été là. Merci. Et je reçois maintenant Cécile Andrzejewski, journaliste pigiste pour le collectif YouPress et journaliste pour Mediapart. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors on va parler en quelques minutes de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en cette période de confinement, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Cécile, il faut le dire, pour celles et ceux qui se posent la question, et parfois des hommes qui se posent la question, heureusement, aujourd'hui c'est toujours possible d'avorter en cette période de confinement. Ça peut juste être un petit peu plus compliqué. Tu vas nous expliquer. Voilà, effectivement. Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué. 1 000 $ d'amende ou 180 jours de prison, c'est ce que risquaient jusqu'à peu les médecins texans qui continuaient de pratiquer des avortements pendant l'épidémie de coronavirus. Au Texas, comme dans l'Ohio et dans le Mississippi, qui ne compte d'ailleurs qu'une seule clinique pratiquant les IVG, les gouverneurs avaient ainsi ordonné le report des avortements, je cite, non nécessaires pour préserver la vie et la santé des mères, afin de lutter contre la pénurie d'équipements hospitaliers. Heureusement, lundi... On profite de cette crise pour justement faire pousser un agenda extrêmement conservateur. Exactement. Les anti-IVG sont complètement au taquet. Mais heureusement, lundi, un juge fédéral américain a annulé cette décision du gouverneur texan et il y a des recours similaires qui ont été introduits dans des autres États concernés. Seulement, voilà, le problème, c'est qu'entre-temps, le mal a été fait. D'après les équipes médicales sur place, une centaine de femmes n'ont pas pu avorter comme prévu la semaine dernière au Texas. Alors, il y a cette fameuse citation de Simone de Beauvoir qui dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Bon, clairement, là, aux États-Unis, on est dedans. Alors, en France, évidemment, le droit à l'IVG n'est pas menacé par des gouverneurs anti-avortement comme aux États-Unis. Mais voilà, il n'en reste pas moins que l'accès est un peu plus complexe en période de confinement. C'est Sandra Durocher, qui est coprésidente du planning familial, qui me disait « Il n'y a pas d'avortement, c'est juste plus compliqué ». Alors pourquoi? D'une part, et c'est pas un scoop, les hôpitaux sont saturés. Ensuite, les soignants eux-mêmes sont parfois malades, ce qui mathématiquement restreint l'accès. Par ailleurs, il y a aussi les difficultés inhérentes à l'accès à l'IVG dans certains territoires qui font que même hors période de confinement, c'est déjà une galère de se faire avorter. Par exemple, on peut se poser la question, comment faire maintenant en milieu rural pour se rendre dans un centre de santé
ou chez une sage-femme quand les bus ne circulent plus. Mais il faut le dire et le redire, c'est ce que toutes les militantes que j'ai pu avoir et toutes les professionnels de santé m'ont dit, l'avortement est un soin d'urgence. C'est-à-dire que même pendant le confinement, l'IVG n'est pas stoppée. On peut sortir pour se faire avorter. Et ça, il faut vraiment le dire. Ouais, il faut vraiment le dire, le redire, c'est un soin d'urgence, c'est maintenu, on peut aller se faire avorter même pendant le confinement. Et d'ailleurs, les professionnels de terrain se sont battus pour maintenir les consultations. Ils favorisent au maximum les IVG médicamenteuses qui ne nécessitent pas de séjour à l'hôpital. Et aussi, on a pu constater que les appels au numéro vert d'information sur l'avortement ont doublé en ce moment pendant la période de confinement. Alors, ce que me disait Rada Hatem, qui est gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, c'est qu'en fait, ce qu'implique le confinement, c'est que les femmes viennent consulter plus tard. Donc, en fait, il faudrait rallonger les délais pour pouvoir avorter plus tard. Alors, en France, aujourd'hui, le délai légal pour avorter, c'est 5 semaines de grossesse pour une IVG médicamenteuse et 12 semaines de grossesse pour une IVG chirurgicale, donc par aspiration. Et la semaine dernière, déjà, la sénatrice Laurence Rossignol avait déposé un amendement visant à allonger de 2 semaines les délais légaux et de supprimer pour les mineurs l'exigence d'une deuxième consultation. L'amendement avait été rejeté, mais hier, dans une tribune publiée sur le journal Le Monde, plusieurs professionnels de santé et des personnalités politiques ont réclamé des mesures d'urgence. Alors, lesquelles ? La première, afin de limiter la sollicitation des équipes hospitalières, c'est l'autorisation des avortements par voie médicamenteuse au domicile jusqu'à 7 semaines de grossesse au lieu de 5. Ils écrivent que c'est une option validée par l'OMS et qui ne présente pas de danger particulier. La deuxième mesure, c'est un peu comme dans l'amendement de Laurence Rossignol, c'est la suppression du délai de 48 heures de réflexion et du deuxième rendez-vous qui sont actuellement imposés aux mineurs souhaitant avorter, pour qu'elles aient la possibilité de bénéficier d'une IVG dans la foulée en fait de leur première consultation. Parce qu'on s'en doute, avec le confinement, c'est un peu plus difficile de quitter la maison et donc un deuxième rendez-vous risque de compliquer les choses. Et la troisième mesure qu'ils réclament, c'est de pouvoir réaliser des IVG par aspiration, donc chirurgicale, jusqu'à 14 semaines de grossesse au lieu de 12, parce que parfois les femmes vivent dans des foyers difficiles, elles vivent parfois avec un agresseur, elles peuvent avoir peur de sortir et risquer du coup de consulter trop tardivement. Et d'ailleurs, c'est justement ce que me disait Rada Hatem. Au début du confinement, en fait, elle rencontrait en moyenne une femme par jour qui avait dépassé le délai légal. D'accord. Alors, elle, ce qu'elle aimerait aussi, c'est pouvoir réaliser les téléconsultations. Ça se fait au Royaume-Uni. Les femmes là-bas ont désormais accès à l'IVG après une consultation par téléphone ou en vidéo. C'est une mesure qui a été prise aussi à cause du confinement. Donc, Rada Hatem, elle aimerait interpeller Olivier Véran et elle lui dit… Ministre de la Santé. Ouais, complètement. Et elle lui dit, nous autoriser à allonger les délais, c'est la chance de sa vie. On se souviendra qu'il a fait ça pour le droit des femmes. Voilà, donc on espère qu'il entendra cet appel. Est-ce que le ministère de la Santé est d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des avancées là-dessus? Ils sont voilà, en ce moment en train d'essayer de négocier. Ce que m'ont dit les gens du planning familial, ce que m'a dit aussi Rada Hatem, c'est on ne lâchera pas, on continuera à se battre pour l'allongement de ce délai. Et dans la tribune qu'ils ont signée sur Le Monde, ils le disent, on n'hésitera pas à défier la loi. On est prêt à aller à l'encontre de la loi pour préserver le droit des femmes. Donc, extrêmement important. Ouais, extrêmement puissant en fait, comme prise de position. Donc, on espère que le ministère de la Santé va suivre un peu les demandes des professionnels de terrain. En attendant, pour les femmes qui pourraient nous écouter et qui seraient concernées par une grossesse non désirée ou qui peuvent simplement souhaiter des informations, le numéro vert fonctionne toujours, donc c'est le 0800 08 11 11. Et il y a aussi un site internet qui s'appelle ivglesadresses.org afin de savoir où se rendre pour un avortement. Donc voilà, c'est toujours disponible, on peut toujours consulter et ça permet de savoir si on souhaite avorter, où aller, vers qui se tourner. Et par ailleurs, nous, pour Mediapart, on cherche aussi des témoignages de femmes. Donc, si vous avez subi un avortement là pendant la période du confinement, si vous souhaitez avorter en ce moment, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous raconter votre histoire à l'adresse mail alairlibre@mediapart.fr. Merci beaucoup. Donc, on rappelle cette adresse en effet, alairlibre@mediapart.fr. Ça, c'est pour les témoignages en particulier sur la question de l'IVG dont parlait Cécile, pour aussi vos autres témoignages sur le confinement, vos récits de confinement dans cette période très particulière que nous vivons tous. Et aussi, vous pouvez envoyer vos adresses, vos
vos informations d'intérêt général ou vos alertes à l'adresse covid@mediapart.fr si vous avez des rapports, des documents, des informations d'intérêt général à nous communiquer. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et maintenant, on va écouter le violoniste français Renaud Capuçon qui poste chaque jour depuis le début du confinement un morceau de 2 minutes sur son compte Twitter. Vous pouvez le suivre, c'est R en majuscule, Capuçon, enfin Capu, C-O-N, plus exactement. Écoutons ensemble la sonate pour violon en do mineur de Jean-Sébastien Bach, morceau de 1717 que Renaud Capuçon a dédié au personnel soignant de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Merci Renaud Capuçon. Mathieu, demain, c'est Rachida El Azouzi qui te remplace. On te retrouve vendredi. À vendredi. Et à vendredi. Et à vous, je vous dis à demain pour un nouveau numéro d'Alerte Libre. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et écrivez-nous à alertelibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.